Janvier 2011. Le site internet Wikileaks publie 250 000 notes diplomatiques secrètes. Parmi elles, on découvre un câble de l'ambassade des États-Unis à Paris qui reproche à la France de donner trop peu de représentation politique à ses minorités. Et cette marginalisation, les Américains considèrent que c'est aussi leur problème. Tout ça est parti en réalité le lendemain des attentats de septembre 2001, où finalement l'administration George Bush, en réalité, l'administration américaine s'est rendue compte que les États-Unis étaient mal aimés des musulmans du monde entier, mais aussi mal aimés des musulmans européens. Pour éviter une radicalisation, l'ambassadeur préconise de prendre contact avec les forces démocratiques des banlieues françaises. En 2010, il multiplie les actions en direction des quartiers défavorisés. Par exemple, lorsque les Black Eyed Peas viennent jouer au Stade de France, son Excellence est à leur côté. Ainsi, depuis quelques années, l'ambassade américaine s'est constituée un carnet d'adresses de premier choix auprès de nos minorités. Ils ont fait ça à l'américaine, ils ont invité des gens, ils ont suivi de très près ce qui se faisait dans les quartiers, ils ont été dans les quartiers, ils ont fait tout ce que ne fait pas le gouvernement français. Et les initiatives ne s'arrêtent pas là. Il y a également le programme des visiteurs internationaux de la French American Foundation, qui organise des voyages pour favoriser la compréhension mutuelle entre les deux pays. Il y a 30 ans, les invités du programme étaient des inconnus du grand public. Ils s'appelaient Alain Juppé, François Hollande ou Alain Minc. Les programmes de la French American Foundation, c'était justement d'aller chercher les élites françaises qui venaient de Sciences Po, de l'ENA et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'ils ont fait ce pas de côté et ils sont allés dans les quartiers populaires, dans les banlieues françaises, pour aller chercher les responsables associatifs, les petits leaders émergents, pour leur donner un réel coup de pouce. Alors, comment faire émerger les minorités dans la politique française ? L'oncle Sam aurait-il trouvé une recette qui nous aurait échappé ? Kamel Hamza est l'un des jeunes élus sur qui les Américains gardent un œil. Attention mesdames, en traversant. Bon, tout va bien ? Ça va. Bonjour monsieur, allez, je vous donne ça. En attendant. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est Sarkozy, président. Conseiller UMP au sein de la municipalité communiste de la Courneuve, il arpente les quartiers populaires de la ville pour vendre son candidat. Bah, comme ça, tu sauras ce qu'il a fait. Bah oui. Ça dort, ça dort. Bonne nuit, monsieur. Il y a une chance pour 2012. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il a une chance ou pas ? Il est de parents étrangers. Il représente un peu la diversité, cette France métissée. Bah, il y a eu Rachida Dati, il y a eu Fadela Amara. C'est sûr que c'est pas suffisant. Mais cette question, sur cette question de la diversité, la gauche ou la droite, ils sont sur la même ligne. Moi, je suis d'origine maghrébine, on est d'origine africaine tous les deux. Il y en a combien comme nous à l'Assemblée nationale ? Au Sénat ? On peut les compter, il y en a pas beaucoup. Il y en a même pas du tout. Notre Parlement représente peut-être l'opinion des Français, mais il ne reflète pas leur vrai visage. Parce que moi, je pensais plutôt mettre... Pour faire bouger les lignes, Kamel Hamza a créé l'ANELD, l'Association nationale des élus locaux de la diversité. Elle rassemble des élus locaux de tous bords qui partagent un même objectif, ouvrir les partis politiques aux minorités. Ils partagent aussi le même rêve, voir un jour émerger un Obama français. C'est parti de l'élection de Barack Obama. On s'est dit, si Barack Obama peut y arriver aux États-Unis, le pays des droits de l'homme, le pays de la République, doit pouvoir y arriver. Donc on s'est réunis, puis on s'est dit, il y a des questions sur lesquelles on peut se retrouver et laisser de côté nos étiquettes politiques. On a évité de parler de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande et de Ségolène Royal. On a plutôt parlé des États-Unis et de ce que faisaient les États-Unis. On s'est retrouvés sur les questions de discrimination. C'était pas forcément un problème du MP et de PS, c'était un problème que vivaient tous les quartiers de France, qu'on soit de gauche ou de droite. Et puis on s'est aussi dit que la promotion de la diversité dans les partis politiques, quand des élus ou des militants gueulent à gauche, ils peuvent aussi bien gueuler à droite.
Kamel a sollicité la French American Foundation, qui a préparé un voyage sur mesure pour une dizaine de membres de son association. La Mehdi, c'est bon. Ah, Mehdi, enfin. Les élus ont mis la main à la poche, à hauteur de 1 000 € chacun. Le reste a été financé par la fondation et par des sponsors. Direction la capitale fédérale, Washington. Première étape, le Lincoln Memorial. Double symbole. Abraham Lincoln est le président qui a mis fin à l'esclavage, et c'est sous sa statue que 100 ans après, Martin Luther King a lancé son discours le plus célèbre. We will be able to transform the dangling discords of our nation. I have a dream that one day... I have a dream. I have a French dream. Ici, aux États-Unis, je formule le vœu qu'en France naisse un futur Obama français. Un Obama français qui sera issu des quartiers populaires, un Obama français qui n'aura hérité de rien du tout, qui aura tout construit et qui arrivera aux plus hautes fonctions électives. Comme pour Martin Luther King, on a attendu des générations avant que ça se concrétise. Dans quelques générations, ce Obama français naîtra, arrivera, sera président de la République française et pensera à moi. Mais le message du Dr King vient d'un autre temps, celui de la discrimination. Est-ce à dire que les minorités visibles sont traitées en France comme l'étaient les Noirs dans l'Amérique ségrégationniste des années 60 ? Tiens, Faten, en arrivant, on va te montrer l'article. À chaud, comment tu vois là ? Au petit déjeuner, les voyageurs de la NELD découvrent un article de Libération qui leur est consacré. Et ils se sentent enfermés dans un stéréotype. Cette photo est un peu glauque. En fait, ce mur, il est juste glauquissime. Parce que nous, on veut faire tomber les murs et malheureusement, on nous met face à un mur. On est même plutôt dos à un mur. Dos au mur. Pourquoi tu penses que le journaliste nous a demandé de ne pas sourire sur la photo ? Moi, ça m'a un petit peu perturbé. Parce qu'on sourit tout le temps, au naturel. Et là, il nous a dit non, s'il vous plaît, vous souriez pas. Il a bien insisté sur ça. Kamel, il est puni. Hein, il est mis au organiser coin. ça. Il a les mains menottées. Parce que je suis face à une réalité qui me désole. Donc c'est pour ça que j'étais là, face à ce mur, en me disant c'est notre réalité. Ou alors le mur d'une prison, on n'arrive pas à sortir de ce fameux enfermement de la diversité, souvent issu de ou minorité visible, hein, tous ces termes un peu barbares. Le mur de Berlin est tombé. Donc celui-là va finir par tomber. Ce qu'on est en train de faire, d'autres en profiteront. Peut-être qu'on sera une génération sacrifiée. Peut-être qu'on n'arrivera jamais à avoir des mères, jamais à avoir... Sacrifiée, faut arrêter. Nos parents, génération sacrifiée. Les grands frères là qu'on avait, eux-mêmes, quand tu parles avec eux, ils me disent oh, mais nous on était une génération sacrifiée. Nous maintenant on va dire on est une génération sacrifiée. Nos enfants ils vont dire quoi? On est une génération sacrifiée. Non mais de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour me rappeler que je suis d'origine. Donc autant que je l'assume et je le vis très bien, je vis parfaitement cette double culture. C'est pas forcément un fardeau, ça peut l'être par ailleurs, mais c'est aussi une richesse et moi je le vis comme une richesse. Les membres de la délégation française vont pouvoir parler politique avec ceux qui la font et aborder la grande question qui les passionne. Les fameux quotas de minorités qui furent imposés sous la présidence de John Fitzgerald Kennedy aux administrations et aux universités. Un ascenseur social baptisé Affirmative Action que les Français ont bizarrement traduit par discrimination positive. Les délégués français sont reçus par le sénateur républicain John Boozman. Mais l'intéressé est bien embarrassé pour leur répondre. Visiblement, les quotas, il n'y croit pas beaucoup. Ce concept de discrimination positive, est-ce que ça a été perçu comme une attaque ou alors ça a été bien perçu et ensuite ça a été une avancée? Aux États-Unis, les gens ne sont pas d'accord au sujet de l'affirmative action. Certains pensent que c'est injuste. À titre personnel, je pense qu'on devrait plutôt juger les gens selon leur mérite. Le problème, c'est la façon dont ça a été interprété. Certains ont transformé ça en quotas, ce qui a créé beaucoup de problèmes juridiques. Donc il a fallu arrêter, car c'était anticonstitutionnel et donc interdit.
Ce qui a subsisté, ce sont des objectifs, et c'est tant mieux. Le rôle de la société est de donner un coup de main à tout le monde, de favoriser l'ascension sociale. C'est une chose bien différente que d'établir des quotas en disant tant de personnes de tel groupe vont faire ça et tant de personnes vont faire autre chose. Ça crée des conflits. Dans les faits, aux États-Unis, les quotas n'existent plus. Ils ont été remplacés par des objectifs. C'est beaucoup moins contraignant. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en France, on se rend compte que les quotas, ça fait peur. On se rend compte que souvent, quand on dit quotas à l'américaine, ils nous disent que ça marche pas. On a découvert une petite pépite qui s'appelle les objectifs. On a compris que les quotas, apparemment, ils n'en avaient plus. Donc maintenant, ils partent sur des principes d'objectifs. C'est ce qu'on va essayer maintenant de comprendre, comment ça fonctionne, comment les mettre en place. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra proposer à nos parlementaires en rentrant. Le gros problème pour les partisans de la discrimination positive, ce sont les chiffres. Comment promouvoir les minorités en politique si on ne sait pas quelle part de la population elles représentent? Question insoluble. En France, il est interdit de désigner une personne par son origine ethnique. Mais les Américains, eux, n'ont pas ce genre de problème. Dans un restaurant italien de Washington, les délégués français déjeunent avec Hilary Shelton et David Mercer, deux grandes figures de la NAACP, la plus ancienne organisation de défense des droits civiques aux États-Unis. C'est l'occasion de les interroger sur le bon usage des statistiques ethniques. Je n'arrive pas à croire qu'en France, on continue à dire qu'il ne faut pas utiliser les statistiques au nom de l'unité nationale. Ça coûterait beaucoup moins cher d'utiliser des statistiques pour mieux cerner les problèmes, plutôt que d'attendre que les banlieues s'enflamment à nouveau avec toutes les destructions qui s'ensuivent, parce que les gens se sentent exclus de la société. Mon argument serait plutôt « utilisons les statistiques pour empêcher les futures émeutes ». Pour différentes raisons, en France, ceux qui sont d'origine africaine ont un taux de chômage plus élevé que le reste de la population. Pour différentes raisons, ceux qui ont une culture islamique n'ont pas les mêmes chances d'obtenir des postes de responsabilité politique. Regardez les statistiques. C'est seulement en étudiant les chiffres qu'on peut savoir quelle communauté est affectée et comment. Et si les chiffres sont fiables, cela permet de faire pression sur le gouvernement pour régler les problèmes. Avocat de son État et spécialiste du marketing politique, David Mercer prodigue ses conseils stratégiques aux jeunes élus français. Leçon numéro 1, ne pas s'enfermer dans un discours ghettoisant. Si vous ne parlez que des problèmes qui concernent votre minorité, premièrement, c'est convenu, et deuxièmement, ça n'aura pas beaucoup d'écho. Ça ne sert pas l'ensemble de la population. Et ils vont vous mener en bateau, je vous le garantis. Mais si vous vous focalisez sur un problème de société plus large, qui ne concerne pas seulement votre communauté, vous serez entendu par beaucoup plus de gens. Vous aurez plus de soutien et ça montrera la maturité de votre groupe ethnique pour participer au débat national. Le fait est que quand vous parlez de diversité, vous vous mettez en marge de la nation. Ça, ils ont très bien compris ça. It's diversity for equality. Ben oui, c'est des conneries tout ça. C'est pour ça qu'ils vous adorent. Quand vous parlez de diversité, parce qu'ils n'ont qu'à dire diversité, égalité, fraternité. Voilà. Et ils en ont fini avec vous. Il vous en fait taire. Mais si vous parlez d'un sujet sur lequel on ne vous attend pas, et qui concerne l'intérêt général, comme l'éducation, l'économie ou autre chose, et que vous attaquez avec ça, ils vous proposeront rapidement un marché pour vous faire rentrer dans le rang. La formulation du message est essentielle. Il faut inclure les gens, pas les exclure. Sinon, ils vous tournent le dos.
Par exemple, nous parlons d'affirmative action. Ce que je vous recommande, c'est de changer le nom de votre programme. Vous ne pouvez pas appeler ça discrimination positive. Il faut trouver un concept plus progressiste, plus positif. Peut-être intégration positive ou intégration active. Quelque chose dans cet esprit-là. Il faut que le cadre soit bien défini. Car souvenez-vous, l'essentiel, c'est de bien formuler le message. Je vous aiderai. En attendant de trouver la formule magique qui remplacera la très maladroite discrimination positive, les élus ont rendez-vous avec une autre grande figure politique, Howard Dean. Ce que vous devez faire, c'est établir un rapport de force. Ancien candidat à la primaire démocrate, chef du parti jusqu'en 2009 et conseiller stratégique d'Obama pendant sa campagne, si quelqu'un sait comment faire élire un président issu des minorités, c'est lui. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous faire élire. Tout d'abord, je trouve très positif que vous ayez décidé de travailler tous ensemble alors que vous êtes de partis différents. C'est très important. En France, il n'y a pas de parti en faveur des minorités. Je pense que ce que vous avez dû retenir de vos visites à la NAACP et aux autres, c'est que personne ne donne jamais le pouvoir. Il faut le prendre. Et c'est surtout vrai pour le pouvoir politique. Et une des suggestions que je ferais, et je suis sûr que votre gouvernement serait très mécontent de l'entendre, ce serait de faire un grand meeting ou une convention ou quelque chose comme ça et de déclarer « Nous voulons ces gens-là sur les listes électorales et en position éligible. Et si vous ne le faites pas, nous irons voir un autre parti. Ça m'est égal si vous allez d'abord chez les socialistes ou à l'UMP. Vous allez les voir et vous choisissez celui qui vous offre la meilleure position sur la liste pour pouvoir vous présenter aux législatives. Mais vous ne pouvez pas les laisser s'en tirer avec leurs promesses habituelles. Oui, on va vous mettre sur la liste, et puis ils vous mettent tellement bas que vous ne pouvez pas être élu. C'est absurde. Ensuite, vous prenez celui qui vous offre le meilleur deal. C'est la seule solution avec le système électoral que vous avez. Actuellement, il ne vous permet pas d'aller plus loin que les élections locales. Howard Dean, franchement, il te booste, hein. Il booste, vraiment. Non, mais c'est bien parce que c'est un homme qui a des convictions. C'est rare. Ils n'arrêtent pas de nous dire homme politique et un cohésion, travailler avec les autres, rassemblez-vous, il faut savoir travailler avec les autres. Avec tout le monde. Et vous êtes élus de toute la population, pas d'une seule population. Voilà l'intérêt collectif. Ça, ils ont bien compris ici que c'est pour C'est ça. Pour ce voyage d'études, la French American Foundation a gardé le meilleur pour la fin. Une rencontre avec Van Jones, un des piliers de l'équipe de campagne de Barack Obama et grand théoricien de l'American Dream. Obama n'a pas été le premier acte de la pièce. Il a été le troisième acte. N'oubliez pas ça. Premier acte, Martin Luther King. Deuxième acte, Oprah Winfrey. Michael Jackson, Michael Jordan, Bill Cosby, puis Barack Obama. En premier vient l'appel spirituel. Ensuite, le mouvement culturel et artistique. Et enfin, le triomphe politique. Mais alors, quelle serait la stratégie pour faire élire un Obama français ? Tout d'abord, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà votre point d'entrée. Ceux qui s'opposent à vous à cause de votre religion, de la couleur de votre peau, sont anti-France. Parce que ce sont ces valeurs françaises qui ont inspiré la Révolution américaine. Ce sont les valeurs françaises autour desquelles le monde entier s'est rallié. Liberté, égalité, fraternité. Mais il y a des Français qui s'opposent à ces valeurs.
Voilà votre arme. Vous êtes l'incarnation des valeurs de la fraternité. Vous êtes tous français, et ceux qui remettent cela en question ne s'attaquent pas seulement à vous. Ils ne sont pas seulement racistes, ils sont anti-français. Et c'est un argument auquel ils n'ont jamais été confrontés. Même si ça peut paraître étrange, vous devez toujours représenter le meilleur de la tradition française. Les gens ont parfois du mal à accepter le changement. Donc, le changement que vous représentez, vous devez l'enraciner dans le meilleur du passé. Vous ne représentez pas un changement radical, ni une menace, non. Non, vous êtes la continuité, l'aboutissement. Mais cette conviction doit être profonde en chacun de vous, homme ou femme, très profonde. Ce n'est pas une posture. Vous devez vous approprier ce qui fait la France, la connaître, l'aimer et essayer d'en tirer le meilleur. Alors tous ceux qui aiment la France et qui ne partagent pas forcément vos idées seront touchés parce que vous y mettez du cœur. Notre problème, c'est que l'extrême droite a accaparé deux symboles essentiels. Notre drapeau et notre hymne national, la Marseillaise. Ils utilisent toujours ce drapeau. Et la conséquence pour les gens est que si on utilise le drapeau, ça les renvoie à l'extrême droite. La seule chose que l'extrême droite ait à offrir, c'est du faux patriotisme. Ils n'ont pas de boulot à proposer. Ils n'ont aucun programme pour l'environnement. Ils ne se rendent pas compte que la France devient une France plurielle. Ils n'ont que de la souffrance à offrir et du faux patriotisme. Enlevez-leur le patriotisme, il ne leur restera que la souffrance. Mais notre problème, c'est vous avez une arme supplémentaire, c'est que vous avez les statistiques pour évaluer les injustices. Nous, on n'a pas le droit en France. Est-ce que c'est un problème ou on peut faire sans? Les statistiques sont faites pour des esprits rationnels. Et la politique, de toute façon, est irrationnelle. Ça peut être un avantage. Prenons l'histoire d'un enfant qui veut s'intégrer à la société, mais que la société rejette. Cette histoire individuelle est beaucoup plus puissante que des milliers de statistiques. Car en politique, c'est celui qui raconte l'histoire la plus forte qui va gagner. Nous sommes le 14 juillet. Les élus de l'ANELD se rendent à l'ambassade de France pour un quart d'heure patriotique. J'ai rarement entendu une Marseillaise aussi abondamment chantée. Et je voudrais, mes chers amis, saluer tout particulièrement la délégation de l'Association nationale des élus locaux de la diversité qui est avec nous ce soir. Je veux dire à chacun des membres de cette délégation combien nous sommes heureux et fiers de vous avoir parmi nous ce soir. Cette ambassade est la vôtre. Vous y êtes ici, chez vous. Monsieur l'ambassadeur, rebonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous et je suis très heureux. Merci beaucoup. Particulièrement fier de vous accueillir. J'ai été très touché du discours de l'ambassadeur. Comme il nous a accueillis, il a dit qu'il était fier qu'on soit là et qu'on baisse pas les bras et qu'on est ici chez nous et qu'on est vraiment des Français à part entière et pas des Français entièrement à part. Il avait très bien compris que notre démarche à nous, finalement, c'était pas de diviser ou de faire du communautarisme, mais au contraire d'agir pour le bien-être de la France. Cerise sur le gâteau, Christine Lagarde est venue spécialement saluer les élus.
Dernière étape avant le retour au pays. Le monument aux morts de la guerre de Corée, à 2 pas du Lincoln Memorial. Un monument comme on n'en a pas chez nous. Donc là, on est sur un monument qui rend hommage aux soldats tombés pendant la guerre de Corée. Ces 3 statues qui représentent la diversité des soldats. On voit une personne d'origine afro-américaine. Là, on voit très bien que les États-Unis reconnaissent qu'il y a des soldats d'origine immigrée qui sont tombés pour le pays, ce qui n'est pas le cas en France. On n'a aucun symbole qui nous rappelle qu'en France, on a été utile à un moment. Parce qu'actuellement, on a l'impression qu'on est un fardeau pour ce pays. Et c'est pas le cas. Retour à l'heure française, au cimetière de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour célébrer la mémoire des anciens combattants des colonies. C'est un cimetière ici, c'est un vieux cimetière. Et là, c'est des anciens combattants. En 39-45, il y a des gens qui se sont battus pour la France. Eux, ils habitaient en Algérie, au Maroc, au Sénégal, et avant, c'était français. Et ils se sont battus avec l'armée française pour lutter contre les Allemands. Et aujourd'hui, on est venu pour se rappeler qu'il y a très 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 longtemps, il y avait des gens comme toi et comme moi. Tu t'appelles comment ? Qui s'appelaient aussi Brahim, et qui ont combattu avec les Français, avec Jean-Michel, comme ton copain à l'école. Ils ont combattu ensemble pour faire partir les Allemands et pour faire en sorte que la France soit libre. L'année dernière, on était venus, on était une quinzaine. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Donc, ça prouve une chose, c'est que petit à petit, ce lieu va sortir de l'oubli. L'objectif, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que ce cimetière, cette mosquée, cette histoire soit l'histoire de France. Nos parents, toutes ces tombes qui sont là, ont combattu pour défendre une patrie, la patrie française. Ont combattu pour des valeurs républicaines. Ont combattu pour une république métissée. C'est à nous de porter ce message. On a le même amour et la même fierté de vivre en France. Jules Ferry, qui a déjà entendu parler ? Inspiré par son périple à Washington, Fouad Sari, enseignant de profession, s'est fixé une mission. Faire construire une stèle à l'américaine qui rendrait justice à la diversité des anciens combattants de la France. Pour cela, Fouad Sari va chercher l'appui d'un sénateur d'Europe Écologie Les Verts qui vient d'être élu, Jean-Vincent Placé. Il n'y a aucune stèle en France en l'honneur des combattants issus des anciennes colonies tombés pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Aucune. Ils ont été quand même à peu près 140 000 lors des commémorations. Il n'y a pas un mémorial, il n'y a rien. En France, il n'y a pas. Quand il y a des enfants qui vont chanter à Marseillaise lors des commémorations, s'il y avait au moins une stèle qui marquait quand même, qui prouverait une implication positive de leurs arrière-grands-parents, c'est beaucoup plus facile pour eux après de s'identifier à la nation et même pour leur construction identitaire. Parce que tout ça, c'est pour servir notre pays. Une classe politique qui est représentative, c'est une classe politique qui est légitime. Et une classe politique qui n'est pas représentative, il y a des problèmes de légitimité. C'est pour ça qu'il y a une crise aussi dans les quartiers où le taux d'abstention il peut monter à 60-70%. Justement, ce 1er octobre, Jean-Vincent Placé fait son entrée dans un Sénat en plein renouvellement. La Chambre passe à gauche et elle accueille pour la première fois un groupe écologiste. Du coup, Jean-Vincent Placé est en première ligne. Mais les préjugés ont la vie dure. Et le sénateur a dû essuyer les sous-entendus équivoques d'un sénateur UMP qu'il a qualifié de coréen national.
Pour ces gens-là, pour ce monsieur Marlex, on peut être comme moi élu de la République, je suis même chevalier de l'Ordre national du mérite, on n'est pas français. Voilà, donc il me voit, je suis coréen pour lui, voilà, parce que je suis né en Corée. Ça, c'est tout de même extraordinaire, mais voilà, c'est pour le coup évidemment une perception de la France et de la République qui est extrêmement choquante. Le premier des communautarismes, il est en politique. On dénonce le communautarisme en France. Quand je regarde l'Assemblée nationale, c'est communautariste. Regardez, quand on prend une photo de l'Assemblée nationale, les députés, c'est tous les prototypes hommes, blancs. Il n'y a que ça. Et même les femmes, elles ne sont pas représentées. Moi, je parle d'une diversité sociale. C'est-à-dire qu'on peut s'appeler Frédéric, mais être issu d'un quartier populaire, connaître exactement les mêmes problématiques qu'un Mohamed ou qu'un Kader, ou qu'un Omar ou qu'un Mamadou, et ne pas être représenté. Donc c'est pas une diversité ethnique, même si c'est souvent lié, diversité sociale, ethnique et culturelle, c'est souvent lié. Je préférerais un Frédéric qui soit d'un quartier, qui ait vécu ce que vit tout le monde dans un quartier, qu'une Fadel Amara ou qu'une Ramayad qui arrive par le haut et qui ne connaît rien à ce qu'on vit nous dans les quartiers. Voilà, c'est vraiment ça que je dénonce. Le travail de terrain, c'est le grand cheval de bataille d'Eugène-Henri Moret. Adjoint au maire de la Courneuve, sympathisant de gauche, il refuse l'étiquette d'élu de la diversité. Moi, je suis élu de la République, je ne suis pas élu des Noirs ou des gens originaires du Cameroun. Voilà, je ne suis pas dans la municipalité à la Courneuve pour recevoir les Camerounais, pour recevoir les Noirs. Voilà, à un moment donné, on est élu aux questions pour moi, pour le sport, à la politique de la ville. C'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui vivent sur notre territoire. Je ne suis pas élu particulier. Eugène-Henri Moret n'était pas du voyage à Washington. Il ne fait pas partie de l'ANELD. Et il ne rejoint pas le cœur des Obamaniacs. Je vois pas pourquoi je supporterais Barack Obama. Il est quand même à l'antipode de ce que je porte. Et quand j'ai vu que tout le monde était heureux en France, droite comme gauche, j'ai dit bon, on est plus sur le débat d'idées là. Ça m'a choqué moi. On critique Sarkozy en disant que c'est un libéral. C'est un modéré à côté de Barack Obama. Hein. Eugène-Henri Moret connaît bien les États-Unis. Il s'y est rendu souvent pour étudier la question de la discrimination et nourrir sa propre réflexion sur les problèmes d'intégration en France. Il y a aussi fait la connaissance de son mentor, Tommie Smith, entré dans l'histoire pour avoir levé le poing sur le podium du 200 mètres au JO de Mexico. Un geste devenu un symbole révolutionnaire de la cause noire aux États-Unis. Là, c'est Tommie, Mexico 68 au moment où je naissais. Et là, c'est Tommie en 2007, à la Courneuve. Moi, Tommie m'a appris à relativiser sur, je dirais, l'idolâtrie qu'on peut avoir en étant en France, du modèle américain, de non-discrimination, etc. Et de voir qu'on est quand même loin des images qu'on a pu vendre ici en France suite à la présidence de Barack Obama. Ils ont beau avoir un président noir, c'est pas la non-discrimination qui règne là-bas. Et en fonction des États, c'est plus ou moins dur, on va dire. Voilà, y a des endroits où il fait pas bon d'être noir ou autre chose aux États-Unis. Hein. Donc c'est aussi important à noter, parce que c'est bien d'avoir Obama, mais l'image ne fait pas tout. Aux États-Unis, les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques vivent dans des communautés, selon leur niveau social et selon leur couleur, dans des quartiers bien différents. Blancs et noirs ne se fréquentent pas, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'on parle de discrimination, etc., en France et qu'on fait un parallèle avec les États-Unis, c'est toujours bon à savoir ça aussi. Voilà. Il faut savoir que les États-Unis est un pays où les uns et les autres n'ont pas tellement envie de vivre ensemble dans le même lieu. Ce qui n'est pas notre histoire et qui n'est pas notre culture. Pour Eugène-Henri Moret, l'exclusion n'est pas qu'une question d'origine ethnique. Son credo, c'est le lien social,
l'échange entre générations, comme ici, où il organise une rencontre entre le Conseil des sages et les jeunes du quartier qui projettent un voyage humanitaire au Burkina Faso. L'idée pour nous tous autour de la table, c'est comment les uns et les autres, on peut contribuer à travailler là-dessus et faire en sorte que ce projet ait un succès et soit porté à la fois par nos aînés et par nos jeunes sur cette ville. Il y aura le projet là-bas, au Burkina même, dans la ville de Yako. C'est un séjour solidaire, donc on part vraiment dans l'optique d'aider, non pas dans l'optique de faire un séjour pour voyager, mais vraiment pour aboutir à aider la population qui est là-bas. Pour l'adjoint au maire de la Courneuve, mélanger les groupes ethniques, les générations, les classes sociales est la meilleure manière de lutter contre les replis communautaristes et contre la montée de l'extrême droite. Le Front National travaille effectivement par groupe ethnique. Donc effectivement, ça se rapproche davantage du programme américain. En même temps, c'est pas lui le principal ennemi. Le principal ennemi, ce sont ceux qui disent ce qu'ils font et qui ne font rien. Et qui désespèrent ceux qui croient vraiment à un vivre ensemble où tout le monde trouve sa place. C'est eux le véritable ennemi et c'est eux qui nourrissent ces thèses du Front National. Les problèmes d'intégration et de mixité sociale ne sont pas un monopole parisien. Nassurdine Haïdari est adjoint au maire socialiste du premier secteur de Marseille. Il constate au quotidien l'exclusion de ceux qui, comme lui, sont issus de l'immigration comorienne. Quand on sait, par exemple, quand un jeune il vient vous dire « Mais Nassurdine, tu sais, on sait qu'on ne trouvera pas d'emploi. On n'est pas italien, on n'est pas corse, on est seulement des Comoriens. » C'est violent. Et bien ça vous met la rage. Nous, on est élus aujourd'hui. Cette rage-là, on la transforme positivement. On essaie de faire des choses. En 2009, Nassurdine Haïdari a participé à un voyage d'études franco-américain. Et l'expérience l'a marqué. J'ai été repéré par l'ambassade des États-Unis et c'est pour ça que je suis allé à Chicago, un des bastions, le premier bastion d'Obama. Il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu aux États-Unis. La misère humaine, elle est grande, quoi, parce qu'il n'y a pas d'aide, quoi. Donc c'est violent. Quand on voit Chicago, on voit que les Blacks, par exemple, sont les plus paupérisés. Leur condition est difficile, voire des fois insoutenable. Ça m'a fait penser à la communauté comorienne de Marseille. Mais c'est vrai que là-bas, c'était 10 fois pire. Mais il y a aussi cette extraordinaire envie d'avancer des États-Unis. Ça m'a requinqué, ça m'a redonné espoir. Moi, je pensais au début que le ghetto français n'existait pas. Mais quand on est devant les faits, on voit bien que ça existe. La République ne se vit pas comme ça. On ne peut pas demander à des gens de rentrer dans le moule et en même temps, on les exclut de la vie collective. C'est pas possible, ça. Ben là, tu commences à voir, quoi. L'habitat ici, c'est ça. C'est des tours et des tours, du béton, qui s'enchaînent et qui enferment les populations, quoi. Nous sommes là au parc Alisté, dans une cité des plus pauvres de Marseille. Moi, j'aimerais dire aux candidats à la présidentielle, venez vivre une semaine avec nous. Venez, Nicolas Sarkozy, venez ici. François Hollande, venez. Bayrou, venez vivre avec nous une semaine et vous allez comprendre. Parce que cette réalité-là, elle est explosive. Où sont les politiques? Les vraies politiques publiques de rééquilibrage. L'école, déjà, c'est une priorité. Mais quand il y a 95%, c'est des Comoriens. Ils parlent des fois plus en comorien qu'ils parlent français à l'école. Mais c'est normal. Parce que là, il n'y a plus de mixité. Il n'y a plus de rêve républicain.
Nassurdine Haïdari est un cas d'école à lui tout seul. Enfant d'immigrés, élu de la République, il a aussi été imam. Mais son islam est soluble dans la République. J'ai été formé à l'école coranique chez les Comoriens. Et je vous assure que c'est ma construction spirituelle qui m'a permis de devenir citoyen. Demander à mes administrés. Aucune fois j'ai fait quelque chose qui serait à l'encontre des valeurs républicaines. Je suis contre le fondamentalisme, contre l'extrémisme. Et on se bat concrètement pour que ces idées-là ne s'installent pas dans des quartiers où la République a perdu pied et n'est pas venue rencontrer la population, quoi. Le premier secteur de Marseille, où Nassurdine est élu, est constitué de 2 communes, l'une pauvre et l'autre beaucoup plus aisée. L'occasion pour l'adjoint au maire de mettre en pratique sa vision de la mixité, en organisant des rencontres sportives entre jeunes de milieux sociaux différents. La mixité sociale, c'est un mot, mais c'est aussi une réalité. Pour que les enfants se connaissent, il faut qu'ils puissent construire quelque chose ensemble. Et à travers les stages sportifs, c'est une expérience. Ils vont se voir peut-être dans 5 ans et ils diront on a fait des stages sportifs ensemble. À 8 ans, quand je disais à des copains, j'ai envie de faire de la politique. Même à cet âge-là, je leur disais. Même si je ne savais pas comment et je pensais cela impossible, je leur disais que j'ai envie de faire de la politique. Et ils me tapaient d'une tape fraternelle à l'épaule. Oui, tu en feras, mais dans ton pays. Mais pour eux, ce n'était pas la France. Mais aujourd'hui, je suis élu de la République, mais je pense qu'il y a encore un long chemin à faire. Préparer l'avenir, c'est aussi tirer les leçons du passé. Nassurdine Haïdari le sait, sa génération n'est pas la première à vouloir prendre en main son destin politique. Le combat pour la reconnaissance des minorités a commencé il y a bientôt 30 ans, avec ce que les médias ont appelé la marche des beurs. Inspirés par les marches pacifiques de Gandhi et de Martin Luther King, 32 fils et filles d'immigrés d'Afrique du Nord quittent Marseille à pied, direction Paris, le 15 octobre 1983, dans l'indifférence générale. Mais en route, leur mouvement prend de l'ampleur. Et 1 mois et demi plus tard, ce sont près de 100 000 personnes qui défilent à Paris. Leur revendication, être reconnus et acceptés comme des Français à part entière. À Marseille, Nassurdine Haïdari a réuni des vétérans de cette marche. Son projet, organiser à la veille des élections un nouveau mouvement de grande ampleur pour attirer l'attention sur les citoyens des quartiers défavorisés, comme l'avait fait la marche des beurs. 30 ans après, leur représentation politique n'a pas vraiment progressé. La situation des quartiers populaires change en fait. Il y a un petit côté naïf dans la marche. Nous étions naïfs, mais pas les politiques. Puisque la marche finit, qu'est-ce qu'on nous a pondu? SOS Racisme, touche pas à mon pote. Récupération politique. Ils nous ont volé notre combat, moi je le dis aujourd'hui, et je suis socialiste. Le PS nous a volé notre combat. Nous, on a été complètement écartés de tout ça. La plupart des immigrés de l'époque qui ont marché ont été relégués à des postes d'animateurs de centre social. Prends ça et tu as un travail, tu es bien content. Moi je dis que j'ai échoué. J'ai échoué parce qu'à un moment donné j'y ai cru, j'ai fait beaucoup. Pour quel résultat quand je vois qu'aujourd'hui, je vais à des enterrements de jeunes qui eux, sont assassinés par des kalachnikovs pour des histoires de deal. Stevie Gustave est un élu francilien, socialiste, comme Anifa. Il est descendu à Marseille pour soutenir l'appel. Pour lui, la solution est dans l'action politique. Pour moi, ce qui est important, c'est forcément avoir le passé, mais ne pas vivre dans le passé. Parce que vivre dans le passé, tout à l'heure, je ne sais pas qui disait, nous étions le visage de demain. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas le visage de demain, je suis le visage d'aujourd'hui. Je ne veux pas me cacher. Si nous, dès le départ, on dit que ce n'est pas pour nous, comment voulez-vous que ceux qui font partie des castes puissent nous prendre au sérieux? Moi, je parle d'un constat, les Français ne sont pas racistes. Nous ne sommes pas racistes. Les castes dominantes sont racistes. En haut lieu, ils sont racistes. Moi, je me présente aux législatives.
Quand j'ai décidé de me présenter aux législatives, on m'a dit c'est pas le moment. Attends, t'es gentil, t'as dit à mon grand-père que c'était pas le moment, t'as dit à mon père que c'est pas le moment, je ne dirai pas à mon fils que c'est pas le moment. Donc, et c'est eux, ils disent mais non, on risque de perdre dans cette circonscription. C'est faux, c'est complètement faux. Quand on veut bousculer un parti, on peut. Alors bien sûr, le département a investi entre 2006 et 2009 sur 4 ans un total de 135,7 millions d'euros pour les travaux d'investissement. Dans le nord de la France, Mehdi Masrour en a fait l'expérience. Militant de longue date, il briguait l'investiture du PS aux élections cantonales. Mais pour ça, il a d'abord dû sortir le conseiller sortant, en poste depuis 34 ans, un champion de longévité. Mais monsieur le Président, vous ne pouvez pas nous faire un chantage. Il avait voulu enlever 500 000 euros aux 8 communes les plus riches et tu es monté au créneau en criant c'est pas possible. Aujourd'hui, Mehdi Masrour est le conseiller général du Nord pour le canton de Roubaix-Est. Et la diversité, ça lui colle des boutons. Moi, au sein du parti ou ailleurs, quelqu'un qui est contre la diversité ou quelqu'un qui va parler de la diversité, pour moi, je mets ça dans le même sac. Pour moi, c'est pareil. Je veux dire, quelqu'un qui va défendre la diversité ou quelqu'un qui va dire « Ah non, je veux pas entendre parler de la diversité parce que ces gens-là n'ont pas leur place », pour moi, c'est pareil. Je veux dire, déjà, d'une part, quand on est au Parti Socialiste, on est là entre camarades. Et deuxièmement, j'ai jamais voté pour quelqu'un en me demandant quelles étaient ses origines ou qu'est-ce qu'il pratiquait ou... Non, ça n'a aucun sens. Moi, je pense que c'est plus un problème de génération. Tout ça, c'est mon canton, tu vois, t'as tout ça. Allez. Ce qui est fondamental dans notre pays, c'est déjà d'une part de revoir la manière dont on fabrique ces élites. Mais aussi de se poser la question de savoir dans quelle mesure les élites qui nous représentent aujourd'hui sont en phase avec l'évolution de nos sociétés. Et je pense que c'est ça le gros problème. C'est qu'on a un déphasage entre nos élites et la société. On a un mode de production de nos élites qui est complètement archaïque, puisqu'on fonctionne toujours sur le national qui décide et qui catapulte des gens comme ça en périphérie. C'est illustré, on va dire, d'une manière quasi caricaturale lorsqu'on veut prendre en compte ce qu'ils appellent la diversité. Alors, verrons-nous bientôt des députés plus colorés ? Bienvenue à l'UMP, qui présente ce soir le Conseil national des Français issus de la diversité. Pour présenter ce concept ultramoderne, Olivier Stirn, ministre sous Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac et maintenant soutien de Nicolas Sarkozy, la diversité, il connaît. Le plus possible intégré. Le vieux gaulliste que je suis se rappelle dans l'appel du 18 juin 40. De Gaulle disait « La France n'est pas seule. Elle a derrière elle un vaste empire. » Et bien aujourd'hui, je crois que l'on peut dire que Nicolas Sarkozy n'est pas seul. Il a derrière lui beaucoup de Français de la diversité. Alors nous avons ce soir les membres fondateurs de ce conseil. Je suis heureux d'accueillir ce soir Romain Pompidou, qui est le petit-fils du président Pompidou, et qui est un artiste, un homme de théâtre, et qui souvent dans ses troupes, dans les troupes qu'il crée, met des Français issus de la diversité. Il y a aussi Anne Dao-Traxel, qui est la fille de Jacques Chirac. Et qui est d'origine vietnamienne. La question épineuse ce soir, c'est celle des investitures du parti pour les législatives de 2012. Alors je l'ai dit à Olivier gentiment, amicalement, c'est pas un chantage. Mais les 6-7 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, eh bien faites-vous entendre. Faites-vous faire de promesses écrites. Oui, parce que la politique, c'est d'abord les rapports de force. Mais après, il faut négocier. Combien de candidats aux législatives? Et je pense que Olivier en parlera mieux que moi. Pour l'instant, les listes des candidats aux élections législatives ne sont pas encore prêtes.
Il va encore falloir faire preuve d'un peu de patience, comme l'explique Jean-François Copé à ses troupes. Nous avons pris beaucoup trop de retard. Je souhaite que nous soyons en situation de préparer les candidats issus de la diversité pour les élections législatives sans doute, mais aussi et surtout pour les élections territoriales et municipales de 2014. Car c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Ce que j'attends de nos candidats, c'est qu'ils forgent leur légitimité aux élections législatives de leur position sur le terrain. Et je souhaite que ce parcours soit un parcours qui vous permette de prendre des responsabilités locales, puis évidemment nationales. En clair, les candidats issus de la diversité devront peut-être attendre les municipales de 2014. Pour les législatives de 2012, les places risquent d'être déjà prises par des candidats mieux établis et pas forcément aussi divers. Mais comment faire de la place aux minorités en politique quand les sièges des conseils généraux, régionaux, de l'Assemblée nationale, du Sénat, restent aux mains d'une génération d'élus bien décidés à les conserver, et si possible, en cumulant plusieurs mandats à la fois. À Bruxelles, au Parlement européen, Karima Delli, une des plus jeunes députées françaises, est convaincue que tout le blocage vient de là. Si on veut retrouver de la représentation politique, si on veut redonner un nouveau souffle à la démocratie, un des outils, pour moi, clés, c'est le non-cumul de mandats, qui est une solution qui est simple, sauf que le problème, c'est comment voulez-vous que ce genre de pratique soit adoptée lorsque vous savez que dans les assemblées nationales, les 3/4 cumulent. Ça, c'est un vrai problème. Non seulement les assemblées ne se renouvellent pas, mais leur efficacité est discutable. Cumul de mandats est égal à abstention sur les bancs de l'Assemblée. Et qui dit abstention dit pas travail sérieux. Et donc c'est une image du politique qui n'est pas prise au sérieux. Donc c'est pas admissible. Aujourd'hui, Karima Delli a fait passer pas moins de 60 amendements au Parlement européen pour améliorer les conditions de travail des populations les plus défavorisées. Un boulot de titan qui lui a valu les félicitations de ses collègues parlementaires, et qu'elle n'aurait jamais pu faire si elle avait dû assumer un mandat supplémentaire. La santé au travail, on doit le rappeler, c'est un droit fondamental. Donc il n'y a pas de fatalité. Et donc il faut se mettre au travail. Donc j'attends cette réunion avec impatience. Voilà. Merci. En France, la route sera longue pour ouvrir en grand les portes de la politique. Un Obama français n'est pas pour demain. Mais Van Jones, l'un des architectes de la victoire du président américain, a un message important à nous adresser. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je vous dirais en conclusion, c'est que vous pouvez poursuivre votre route dans la sérénité, avec patience, dignité et grâce, car le temps est votre meilleur allié. C'est inévitable. La France vous acceptera tous et ce sera une bénédiction. C'est inévitable. La France n'a pas d'avenir si elle ne vous inclut pas. Donc, tout va bien. Tout va bien, mais n'oublions pas. Pour se faire entendre, encore faut-il utiliser sa voix. Je te remets ta carte d'électeur. Super, c'est une vraie réussite. Moi, je suis contente de voir que ces jeunes se sont mobilisés et sont venus récupérer leur carte d'électeur. Ils ont envie de participer et de vraiment choisir les politiques qui vont prendre en compte leurs problématiques.